Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver. Il est 18h30 et comme d'habitude, on est dans le studio de Boursorama pour ce webinaire intitulé « Bien passer ses ordres en bourse ». Parce que oui, vous l'avez certainement entendu que sur le long terme, la bourse, c'est le placement le plus rentable qu'acheter des actions ou des ETF. C'est accessible et pas compliqué. Sauf que quand on veut se lancer, on peut se retrouver un peu perdu devant la mécanique d'achat d'un titre, le carnet d'ordre, le type d'ordre, la durée, sa validité, le prix à renseigner, autant d'incertitudes qui sont des freins au moment de se lancer. Alors, chez Boursobank, on a décidé de tout vous expliquer simplement, concrètement, avec des termes clairs pour que le passage d'ordre n'ait plus de secret pour vous et que vous puissiez aborder cette étape en toute sérénité et pour vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir ou même de réviser sur le sujet. Je suis accompagné ce soir de mes deux experts maison, Andrea Dagnano et Thomas Baudry. Bonsoir messieurs. Bonsoir Laurent. Vous avez entendu, simplement, concrètement, en termes clairs, vous êtes prêts ce soir ? Parfaitement prêt. Parfaitement prêt. Ce webinaire, encore plus peut-être que les autres, c'est un moment d'échange. Alors si quelque chose n'est pas clair, si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'une précision, n'hésitez pas à prendre la parole, ou plutôt le clavier. La tablette est à côté de moi et Nathan. Que vos questions. Alors on va commencer par le début parce que finalement avant de passer un ordre, il faut que cette journée de bourse, elle commence. Andrea, il est, je sais pas à quelle heure il est quand vous vous réveillez là d'une bonne nuit de sommeil et que pouf tout de suite vous sautez sur votre ordinateur prêt à entamer cette journée boursière. Alors pour moi il est 6h Laurent. Bon d'accord. Un peu avant l'ouverture des marchés. Un peu avant la pré-ouverture. Effectivement, on va aborder donc là la journée boursière. Alors, on va peut-être parler de choses qui sont déjà tout à fait maîtrisées et connues par les gens qui nous écoutent, et peut-être des petites subtilités aussi qu'on n'a pas forcément en tête. Oui. Donc effectivement, on va commencer par la période dite de pré-ouverture, qui a lieu de 7h15 à 9h. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période ? En fait, vous pouvez placer des ordres, donc vous pouvez passer un ordre d'achat ou de vente sur une valeur. On parle bien de la Bourse de Paris, je resitue quand même. Voilà. Important. Vous pouvez donc passer des ordres qui vont s'accumuler dans le carnet d'ordre, mais qui ne vont pas s'exécuter. C'est vraiment une période d'accumulation d'ordres. Donc les ordres, vous pouvez les passer à 8h, mais on va aussi se retrouver avec les ordres qui n'ont pas été exécutés la veille, par exemple, qui sont réinjectés dans cette séance de prix-ouverture. Donc les ordres s'accumulent et arrivé à 9h, donc là, 9h, ouverture du marché. Oui. Donc là, en fonction des ordres qu'on pu s'accumuler dans le carnet, on va avoir des exécutions qui vont forcément avoir lieu, sur des valeurs liquides en tout cas. Et puis, au fur et à mesure de la journée, on va confronter l'offre et la demande pour avoir finalement un cours d'une valeur qui va évoluer jusqu'à 17h30. Alors cette confrontation, on l'abordera un tout petit peu plus tard en détail avec on va rentrer dans le détail avec Thomas. Donc jusqu'à 17h30, les ordres se confrontent et s'exécutent. Puis après, on va avoir une période de 17h30 à 17h35 qu'on appelle la pré-clôture. Alors, que se passe-t-il pendant la pré-clôture ? On va avoir des ordres qui n'ont pas été exécutés, forcément. Ces ordres, en fait, se sont accumulés et le marché va calculer quel est le cours qui permet d'exécuter le plus de quantité possible dans le carnet d'ordre. Donc, il y a un algorithme qui calcule ça sur le marché. Et une fois que ce cours est trouvé, ça va devenir ce qu'on appelle le fixing de clôture, donc vraiment le cours définitif de clôture de l'action. Donc là, il est 17h35. Là, on a aussi une période sur la Bourse de Paris que les gens ne connaissent sûrement moins, en tout cas, qu'on appelle le trading at last, trader en dernier, passer un ordre en dernier, de 17h35 à 17h40. Alors, ce fixing de clôture, on peut potentiellement passer un ordre à ce cours encore, entre 17h35 et 40. Attention, ça n'ouvre qu'à 17h35 en 5 minutes, donc c'est vraiment une fenêtre très fermée. Et c'est pas forcément disponible sur toutes les valeurs cotées sur la Bourse de Paris. Pour peu que je passe un ordre au cours de fixing, c'est ça Andrea ? Oui, tout à fait. Oui. Donc vraiment, il y a 5 minutes, il y a une petite fenêtre. Encore une fois, attention, pas toutes les valeurs. De toute façon, on le verra après. Les ordres qui sont disponibles sur une valeur, vous le verrez assez facilement depuis l'application ou le site Boursobank. Donc voilà, il y a cette petite période, donc un peu étendue, qui vous permet donc de traiter sur ce fameux fixing de clôture. Et puis bien sûr, il y a une innovation au Boursobank qu'on est déjà venu présenter, qui s'appelle les horaires étendus, qui a lieu donc de 17h35 à 22h. C'est un service qu'on propose sur un peu plus de 170 valeurs, actions ou ETF, qui permet de continuer à passer des ordres jusqu'à 22h. Il y a un prix qui va être mis à disposition des clients jusqu'à 7h, jusqu'à 22h, auquel vous pourrez traiter en fait sur donc 170 valeurs.
On y reviendra un tout petit peu en fin de webinaire. Mais là, c'était pour vous présenter un petit peu toute l'étendue, donc finalement de 7h15 pour certaines valeurs jusqu'à 22h. Elle est très étendue, cette journée de bourse, et vous l'avez dit, et vous avez bien fait de le préciser, et sur les valeurs sur Paris, parce qu'il y a effectivement d'autres marchés. Andrea, peut-être qu'il y aura des questions sur ce sujet. Bon, une question de Mehdi qui est tombée, qui nous demande, est-ce que ce webinaire sera disponible en replay? Tout à fait, Mehdi, il sera disponible en replay, et j'espère le plus tôt possible, sans doute dans les quelques jours qui vont suivre ce moment de direct. Voilà donc pour cette journée boursière, on l'a vu, plus long qu'on s'y attend au premier abord. Il va falloir maintenant, Andrea, qu'on parle des ordres simples pour un panorama global. On va voir, là aussi on va rentrer dans le détail. En tout cas, c'est là où on peut très vite avoir le tournis, donc il va falloir m'expliquer de façon très pédagogique tout ça, la différence entre les différents types d'ordres, avant de creuser un petit peu plus avant. Tout à fait. Alors déjà, je veux rassurer un peu tout le monde, on va parler d'ordre simple, mais qui dit simple ne veut pas dire simpliste. On les appelle les ordres simples parce qu'ils s'opposent à des ordres qui sont dits combinés ou vraiment complexes. Mais les ordres simples, on va le voir au fur et à mesure de ce webinaire, de ce temps ensemble, permettent quand même des stratégies assez élaborées, sans parler de complexité, qui vont forcément pouvoir correspondre aux attentes d'un investisseur. S'il souhaite, et là le petit tableau le récapitule, s'ils vont vouloir prioriser par exemple l'exécution de leur ordre. Est-ce que je veux absolument que mon ordre soit exécuté totalement, pour une raison qui m'appartient? Est-ce que je vais vouloir plutôt maîtriser mon cours d'exécution, peut-être au détriment de la quantité? Je vais être sûr du prix auquel j'achète. Exactement, et je me fixe vraiment une limite. Ou est-ce que je vais vouloir injecter une stratégie de sécurisation, de bornage? Donc on va le voir. Donc les différents ordres qui seront présentés permettent justement de jouer, si je peux me permettre, de manipuler un petit peu tous ces items et d'aller chercher finalement celui qui correspond le plus à la stratégie qu'on s'est fixée, à notre situation. Bon. Donc on verra, et voilà, il y a l'ordre au marché, à cours limité, suiveur, à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement. Donc c'est les 5 qu'on verra ce soir. En détail. Voilà donc pour les différents types d'ordres, une difficulté d'aplani, mais il y en a d'autres, pour le coup peut-être encore plus intimidante, c'est celle du carnet d'ordre. Alors là, au premier coup d'œil, quand on est débutant, Thomas, on peut vraiment avoir la tentation de baisser l'écran du PC et puis d'aller voir ailleurs. Pourtant, il n'est pas si méchant que ça, ce carnet d'ordre, à condition de bien le comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Nous expliquer comment ça fonctionne. Effectivement, c'est une notion, c'est une donnée extrêmement importante justement pour le passage d'ordre. Et tout simplement, le carnet d'ordre, c'est ce qui vous permet de visualiser à un instant donné l'état de l'offre et la demande sur la valeur que vous cherchez. Il y a un carnet d'ordre par valeur. Et donc, vous avez la confrontation. Donc, à gauche, les acheteurs, à droite les vendeurs, et donc les personnes qui sont prêtes à acheter, et les personnes qui sont prêtes à vendre les titres et au prix auquel ils sont prêts à les vendre, ou les acheter. Donc la première ligne qui est en gras, c'est aussi ce qu'on appelle la fourchette, donc elle représente évidemment la meilleure offre et la meilleure demande à l'instant T, et donc là on voit sur l'exemple en question, donc la meilleure offre à l'achat, c'est un ordre de 50 titres pour un cours de 0,09 et la meilleure ordre à la vente, c'est une quantité beaucoup plus importante avec 52 ordres. D'accord. Et donc ce carnet d'ordre, donc sur Euronext Paris, comme on en parle, comporte 10 lignes. Donc on voit les 10 premières lignes. Après évidemment, il y en a d'autres qui ne sont pas visualisées sur le carnet d'ordre, mais qui permettent de voir l'étendue et la profondeur du marché. Petit rappel sur le carnet d'ordre, on ne voit pas dans le carnet d'ordre évidemment les ordres à seuil, à plage de déclenchement au marché. Ça, on y reviendra plus tard, mais ces ordres-là n'apparaissent pas dans le carnet d'ordre pour des raisons qu'on expliquera après lorsqu'on reviendra sur les différents types d'ordres. Donc on voit ceux au marché, ceux à cours limité, c'est ça, Thomas ? Oui, et on verra aussi tous les autres après. Ok, et tous les autres après. Voilà donc un petit peu pour le carnet d'ordre. On avait une question de Grace qui nous dit « J'aimerais comprendre comment bien passer les ordres et à partir de quel montant peut-on passer des ordres ? Est-on obligé, et cette partie de la question, elle est intéressante, d'acheter le nombre de parts proposées sur le marché ?» Parce qu'on peut se dire « Bon, finalement, il y a quelqu'un qui vend tel nombre d'actions à tel prix, je suis peut-être obligé de me caler pile poil sur cet ordre pour que finalement je puisse acheter la quantité, enfin en tout cas, acheter l'action que j'ai envie d'acheter. » Alors, la réponse est non, on peut placer l'ordre que l'on souhaite en termes de quantité. Après, effectivement, tout dépendra de la demande ou de l'offre en face, suivant le sens de l'ordre, pour savoir s'il sera exécuté ou non et aux conditions auxquelles il sera exécuté. Voilà pour ce carnet d'ordre. Bien sûr, là, s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à poser les questions. On a vu les types d'ordre, on a vu le carnet d'ordre. Concrètement, Thomas, il va falloir savoir où on retrouve tout ça sur l'appli Bourse Banque pour savoir comment on procède.
Thomas ou Andrea? Allez, Andrea. Je prends. Alors, ce soir, vous verrez, on a plus... d'habitude, on présente la version bureau, hein, par exemple, des interfaces. Ce soir, j'ai envie de zoomer plutôt sur la partie application, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité, j'espère que tout le monde utilise maintenant, de passer ses ordres directement depuis l'application Boursorama. Alors, les interfaces sont plus ou moins similaires, hein, mais voilà. Ce soir, on ne verra que les écrans de l'application. Donc, quand vous êtes sur une fiche valeur, que ce soit le portail ou l'application, que vous décidez d'acheter ou de vendre, vous avez toujours les boutons, vous savez, vert et rouge. Bien sûr. Vous allez arriver sur ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, vous allez avoir le nom de la valeur, le cours de la valeur, la première ligne du carnet d'ordre dont parlait Thomas tout à l'heure. Là, on le voit, par exemple, quantité 76 114 achat-vente, ça va être la première ligne du carnet d'ordre. Vous allez pouvoir sélectionner le compte à partir duquel vous voulez passer votre ordre. Et on va vous demander donc la quantité, le montant et le type d'ordre. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et là, vous avez une petite flèche sur la droite qui vous permet de changer le type d'ordre. D'accord. Et d'aller sélectionner ce qui est disponible sur la valeur. Tout à l'heure, je vous disais, ça va dépendre des valeurs et de leur liquidité. Là, forcément, s'il y a des ordres qui ne sont pas disponibles pour la valeur, ils ne seront pas affichés tout simplement, sur l'application. Et donc, c'est là que vous allez choisir le type d'ordre que vous voulez passer. D'accord. Et ensuite, rentrer les caractéristiques qui lui seront liées. Bon, voilà, très clair. Pour retrouver ces différents types d'ordres, on le rappelle sur l'application, puisque c'est ce qu'on va vous montrer ce soir, effectivement, trader en toute simplicité sur l'application Boursorama. On va maintenant rentrer dans le détail des ordres pour expliquer leur fonctionnement, et on va commencer par le grand classique, l'ordre au marché. Exactement. Donc l'ordre au marché, donc on le disait tout à l'heure, l'ordre au marché n'apparaît pas dans le carnet d'ordre, pour la bonne et simple raison que c'est un ordre qui est prioritaire sans condition de prix. Donc, quand on passe un ordre au marché, il est exécuté immédiatement en fonction des quantités, évidemment, des quantités disponibles sur le marché. En quelque sorte, l'ordre au marché remonte automatiquement à la première place du carnet d'ordre pour être exécuté. Donc c'est un ordre, évidemment, qui a comme avantage d'être prioritaire et d'être sûr d'avoir une exécution maximale, c'est-à-dire vous êtes sûr de passer la quantité que vous souhaitez, tant à l'achat qu'à la vente. Et corollaire, les inconvénients, c'est qu'évidemment, on ne maîtrise pas le cours, puisque ça va dépendre... à l'achat, ça va dépendre du prix auquel les vendeurs sont prêts à vous vendre le titre et vice-versa à la vente. Donc, le risque de cet ordre, c'est que potentiellement, on va avoir un ordre qui va être très éloigné du dernier cours coté, puisqu'on le rappelle, le cours d'une action, c'est le prix à laquelle la dernière transaction a eu lieu. Oui. Donc, ce n'est pas effectivement ce qui s'affiche dans le carnet d'ordre, c'est le prix à laquelle la dernière transaction a eu lieu. Donc, sur des valeurs extrêmement liquides, ce prix varie toutes les secondes. Sur des valeurs un peu moins liquides, il peut varier de façon un peu moins fréquente. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand passer un ordre au marché, donc on passe un ordre au marché quand on veut absolument que cet ordre passe. Si on veut absolument acheter une valeur sans aucun risque de passer à côté, on passe un ordre au marché. Et aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est pour rassurer un petit peu les gens, c'est que sur l'ordre au marché, vous avez quand même relativement peu de risques sur les grosses valeurs, les grosses capitalisations ou les valeurs très très liquides, puisque là, l'ordre au marché va être assez fidèle. Assez peu de risque de décalage de cours. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter cette action, elle est évaluée autour de 150, je passe un ordre au marché, puis finalement je me retrouve à l'acheter à 170. Et là, je me dis, mince, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Ce risque-là, il existe, mais il est finalement assez marginal, ce que vous me dites, Thomas. Il est assez marginal donc sur les grosses valeurs, comme on le dit. En revanche, il faut faire très attention avec l'ordre au marché sur les valeurs peu liquides. Oui. Donc, alors les valeurs peu liquides, elles peuvent être des valeurs qui ont un flottant qui est assez faible, c'est-à-dire des valeurs où il y a une petite partie du capital qui est négociable. Une grosse partie est détenue par des initiés ou par les fondateurs d'entreprises, par exemple. Ou bien sur des valeurs, on pense surtout à des très petites capitalisations ou bien des penny stocks, donc les valeurs qui valent moins d'1 €. Certaines de ces valeurs, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur le site Boursorama, ont des carnets d'ordre qui sont quasiment vides ou bien ont des carnets d'ordre, effectivement, qui ont peu de lignes avec des écarts très importants. Et d'ailleurs, sur certaines valeurs, il n'y a pas de transaction tous les jours. Certains placent des ordres et il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour être exécuté. Dans ce cas-là, l'ordre au marché n'est pas forcément adapté puisqu'on va pouvoir avoir des effets de bord très importants et une exécution très décalée du dernier cours. Bien sûr, et puis on peut se dire que mécaniquement, en plus, une valeur qui cote en dessous de 1 €, forcément, elle va forcément avoir des variations qui sont plus importantes. Exactement. Donc attention là-dessus sur les petites valeurs, les penny stocks, sur les ordres au marché. On continue sur l'ordre au marché, Thomas ? Exactement. Donc sur l'ordre au marché, donc on l'a vu, il a le même écran que tout à l'heure. Ouais. Donc sur l'ordre au marché, on l'a vu, est assez simple. Donc finalement, pour ce type d'ordre, vous choisissez la quantité ou le montant et le type d'ordre et aussi la date de validité.
Donc il n'y a pas d'autres critères à choisir, contrairement à d'autres ordres où là vous aurez à choisir d'autres choses. Donc là vous choisissez effectivement le montant ou la quantité que vous souhaitez acheter, vous passez un ordre au marché et en cliquant sur suivant, a priori vous êtes exécuté si effectivement il y a assez de liquidité sur le marché. Bon, et on a regardé les deux cas de figure, l'ordre au marché à l'achat et à la vente. Exactement. Donc là on a un petit exemple à l'achat, pardon. Donc là, si on souhaite, donc sur ce carnet d'ordre précis, si on souhaite acheter pour 500 valeurs, eh bien, ça tombe bien, puisque vous voyez qu'à la vente, il y a énormément de valeurs à la vente. Donc là, vous serez exécuté immédiatement. Et vous serez exécuté, là, en l'occurrence, vous serez exécuté au prix de la première ligne, puisqu'il y a le même nombre de valeurs disponibles pour ce prix-là. Donc là, en l'occurrence, l'ordre sera totalement exécuté à 31,61. Si jamais la personne, l'exemple à l'écran, avait voulu passer un peu plus d'ordre, par exemple 600 ou 800, 800 il aurait consommé la première ligne de vente à 31,61, mais aussi une partie de la deuxième ligne à 31,65. Donc le prix de revient moyen aurait été une pondération entre les deux lignes. Bon, très clair. Ça, c'est pour l'achat. Et pour la vente, c'est le même principe, exactement. Donc là, si vous souhaitez vendre, il faut évidemment des acheteurs en face. Donc là, dans l'exemple en question, donc la personne souhaite vendre 950 titres. Et donc on voit que les 950 titres vont être vendus puisqu'il y a beaucoup d'acheteurs présents sur ce marché. En revanche, il n'y a pas une personne qui propose de vendre 950 titres. On a plusieurs ordres dans le carnet. Et donc là, il y a 500 ordres qui vont être exécutés à 31,6, 200 à 31,59,5 et 250 à 31,59. Et donc, le prix de revient unitaire, le PRU, comme c'est indiqué sur l'écran, sera donc une moyenne pondérée donc, de ces trois montants. Voilà, on voit bien ce que vous nous avez expliqué. On a vendu toutes ces actions, mais on n'a pas eu une complète maîtrise du prix auquel on les vendait. Exactement. Bon, Timothée nous a posé une question au moment de l'inscription. Il nous dit « J'achète des actions uniquement en passant des ordres au marché. Est-ce une erreur ?» Alors, on a un petit peu répondu à la question sur les grosses valeurs liquides. Si Timothée n'a jamais eu de surprise de prix d'exécution sur les valeurs qu'il a achetées, on peut dire que ce n'est pas forcément une erreur parce que c'est sur les valeurs très très liquides, il n'y a pas de risque de gros écart. Comme on l'a dit, là où il y a un petit peu plus de risque, c'est si le carnet d'ordre est un peu moins profond et un peu moins liquide, on peut avoir des surprises. Donc, je ne dirais pas que c'est une erreur, c'est juste un point d'attention qu'il faut avoir. Regardez bien la profondeur du carnet d'ordre et la liquidité du titre avant de passer un ordre au marché. Bon, voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on est là pour un peu tordre le cou aux idées reçues. Et on l'a dit, il présente des avantages. Thomas l'a redit, il permet de maximiser son exécution, d'être quasiment sûr d'avoir cette garantie que l'ordre soit exécuté totalement. Donc c'est loin d'être une erreur, parce qu'il est souvent décrié, l'ordre au marché, mais c'est une stratégie comme une autre. Mais il faut savoir pourquoi on le fait et sur quelle valeur on le fait. Comme le disait Thomas, si la valeur est très peu liquide, pas forcément une très bonne idée. Voilà. Ou qu'elle a effectivement un montant très faible, où là on peut avoir de mauvaises surprises ou peu liquide. Vous l'avez dit, Andrea. Voilà pour l'ordre au marché, on est sûr d'être exécuté, mais on ne maîtrise pas le prix. Alors il y a un autre ordre qui existe qui, lui, va résoudre ce problème, c'est l'ordre à court limité. Exactement, donc c'est l'ordre à court limité, donc c'est un petit peu l'inverse. Là, on est sûr du prix auquel on est exécuté, donc la maîtrise du cours d'exécution est totale. Souvent, les débutants, ils aiment bien celui-là. Ils se disent au moins, pas de mauvaise surprise. On va dire pour démarrer en bourse, l'ordre à court limité, c'est quand même l'ordre le plus rassurant. Il est très adapté pour les débutants parce que justement, il permet de maîtriser ce prix et souvent, c'est quelque chose qui est assez important pour les débutants, c'est de ne pas avoir justement cette... il peut y avoir cette peur de passer des ordres à des prix auxquels on ne souhaiterait pas. Donc l'inconvénient évidemment en face, c'est qu'on n'est pas prioritaire, on n'est pas sûr d'être exécuté totalement. Donc avec un ordre à court limité, on garantit un prix, en revanche, on ne garantit pas l'exécution, donc il faut potentiellement être patient puisque notre ordre passera le jour où il y aura évidemment une offre ou une demande en face, suivant le sens de l'ordre. Et donc, on le rappelle, il permet de maîtriser parfaitement le cours d'exécution. À ce titre, il est vraiment adapté pour un débutant qui souhaite vraiment maîtriser ce cours. En revanche, on n'est pas sûr de son exécution. Donc, si vraiment on veut absolument avoir une valeur le jour J, parce qu'on a une confiance absolue ou bien on souhaite vraiment s'exposer ou à l'inverse vendre, ce ne sera pas le cours le plus adapté, l'ordre le plus adapté. Pardon. Petite parenthèse pédagogique avant qu'on aille plus loin. Il y a des questions qui tombent en direct de James et de Justine sur une question qui revient souvent et qu'on doit effectivement expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par une valeur liquide, messieurs ? Je crois que Thomas avait un peu répondu tout à l'heure. On parlait de flottant en fait.
vous avez des valeurs qui ont une partie de leur capital qui est disponible en fait pour les particuliers qui souhaitent investir. Et qui intéresse aussi beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. C'est-à-dire que durant la journée de bourse, vous aurez quasiment... Il y a beaucoup de transactions, tout simplement. Sur des grandes valeurs du CAC 40 ou sur des ETF, on va dire, phares, vous aurez à tout moment de la journée des gens qui seront prêts à acheter ou à vendre. Donc, il n'y aura aucune friction en fait, d'exécution. Donc ça, c'est une valeur liquide. À l'inverse, une valeur peu liquide, comme on l'a dit, c'est des valeurs sur lesquelles parfois il n'y a pas d'ordre dans la journée. Oui. Parfois, il y a un ordre tous les mois ou toutes les semaines. Et souvent, ça, c'est des valeurs effectivement des plus petites capitalisations dans lesquelles il y a des valeurs peu d'acheteurs et peu de vendeurs. Voilà. Les vendeurs veulent garder, les acheteurs ont du mal à rentrer. Et donc, c'est sur ces valeurs-là qu'on peut avoir des énormes variations et un risque en cas de passage au marché. C'est ça, je veux dire, le carnet d'ordre, quand vous le voyez sur votre site, sur le portail Boursorama, vous allez voir, bon, il y en a des plus ou moins remplis, il y en a pour lesquels vous avez peut-être que 2 lignes, hein, ça peut arriver, des valeurs très peu liquides. D'autres pour lesquelles vous avez beaucoup de lignes, c'est un indicateur sur la liquidité, mais attention, tout à l'heure on parlait de ce qu'on appelle les penny stocks, les valeurs qui ont des très faibles valorisations. Vous pouvez avoir des très grosses quantités disponibles dans un carnet d'ordre et beaucoup d'acheteurs de vendeurs. Pour autant, si les valeurs vaut 1 centime d'euros, 1 centième de centime, ça peut même arriver. Oui, il y en a. Voilà, un ordre de 3 000 € peut très très vite balayer en fait beaucoup de strates du carnet qui sont posés. Exactement. Donc attention à la fois, donc vérifier le nombre d'ordres et d'acheteurs-vendeurs, la valeur vraiment faciale de l'action. Et en faisant un petit peu ce petit coup d'œil rapide, on voit tout de suite si c'est une valeur qui va très vite décrocher si on met un ordre au marché, ou si au contraire on a quand même de la latitude et de l'espace dans le carnet pour Et une autre information sur ça, c'est effectivement une information qu'on donne sur le portail Boursorama, c'est le volume d'échange. Le volume d'échange, donc on peut aussi classer les valeurs par volume d'échange. Et donc vous verrez, il y a certaines valeurs, mais il y a 0 volume d'échange, donc c'est celle dont on parlait, celle où il n'y a pas d'ordre. Et à l'inverse, il y a des valeurs qui échangent parfois des quantités vraiment même extrêmement importantes de leur capital, où il y a beaucoup d'allers-retours sur la journée. Et celle-ci, la liquidité est assurée effectivement par le marché. Bon, James et Justine, j'espère qu'on a répondu à la question. Si c'est toujours pas clair, vous n'hésitez pas à demander des précisions via l'interface. On continue sur le cours limité, Thomas ? Oui, alors le cours limité, donc comme on l'a dit, sur l'ordre au marché, on choisit la quantité, le montant, le type d'ordre. En revanche, ici, dans l'ordre à cours limité, on va choisir une notion supplémentaire lorsqu'on va passer son ordre. C'est effectivement la limite, comme son nom l'indique, donc le prix auquel on est prêt à acheter ou le prix auquel on est prêt à vendre. Et peut-être un tout petit focus là, sur la date de validité, puisque elle a plus d'importance. Ah oui, puisqu'on n'est pas sur le marché exécuté. Forcément. Donc là, vous pouvez choisir une date de validité qui peut être la date de validité au jour même ou bien choisir une autre date. Et donc si vous choisissez la date de validité du jour, si l'ordre n'est pas exécuté avant la fin de la journée, il sera annulé. Donc vous ne paierez aucun frais puisque vous ne paierez pas de frais si jamais l'ordre ne passe pas. Et en revanche, si vous choisissez une date plus lointaine, il passera peut-être dans la durée, la plage que vous avez choisie. Mais cette notion de durée de validité est plus importante effectivement que pour l'ordre marché dans la mesure où vous n'êtes pas exécuté tout de suite. Donc vous pouvez garder une certaine latitude pour votre ordre. Et rappelons que par défaut, on est sur une validité jour. Oui. Donc attention, c'est-à-dire que si vous n'y touchez pas, on considère qu'à la fin de la journée, il est ce qu'on appelle dit tombé en fin de validité. Donc bon point de Thomas, ayez un œil dessus et si vous laissez plus de chances d'être exécuté, changez-le. Ne restez pas forcément en validité jour, c'est pas une obligation. Plein de questions qui tombent en direct, c'est passionnant. On va essayer d'en traiter le maximum possible, donc des réponses brèves, messieurs, mais bien sûr pertinentes. On a quelqu'un qui nous dit dans un ordre, un cours limité exécuté partiellement, peut-on annuler le reliquat non encore exécuté? Je voulais acheter 100 actions, j'ai mon ordre qui passe à 50, il me reste un bout d'ordre qui n'est pas exécuté, je peux supprimer ce bout d'ordre? Comment ça se passe? Depuis l'espace client, normalement, oui. On n'a pas fait. Il y a un focus tout à l'heure sur le statut des ordres, on peut en reparler. Oui. Mais oui, on peut annuler les ordres à tout moment. Donc, effectivement, il faudra aller dans la rubrique. Voilà, on y viendra dans quelques minutes. On regardera. On regardera la rubrique. J'en profite. Autre question? Oui, Thomas? D'ailleurs, si l'ordre est exécuté partiellement et que la date de validité est expirée, évidemment, il va s'annuler. Mais la partie exécutée restera exécutée et la suite, évidemment, tombera. On a une question de 118 27 98, il se reconnaîtra. Sur des valeurs peu liquides, il se peut donc que l'ordre ne passe jamais ou très tardivement. Bah oui, en fait. Exactement. Oui, c'est le risque quand on... le risque, et, en tout cas, la limite. Même sur des valeurs très liquides, si vous choisissez une limite très très basse ou une limite très très haute, et que ce cours n'est jamais atteint ou n'est pas atteint avant plusieurs années, l'ordre à cours limité, effectivement, a des chances de ne jamais être exécuté. Et là, vous le verrez, quand l'ordre est
éloigné, quand la limite est assez éloignée du cours, on vous l'indique quand même chez Boursorama, on vous met un petit message en disant attention, votre limite est quand même un petit peu loin de ce qui voilà, se est passe. un petit peu loin. Comme ça, vous le savez, et peut-être que ça peut vous faire réagir en disant ah oui, effectivement, j'ai été un peu trop loin. Voilà. MAF73 nous dit mais attendez, c'est bien beau tout ça. Lorsqu'un ordre à cours limité est effectué en plusieurs fois, est-ce qu'on paye plusieurs fois les frais? Non. Non, faut payer une seule fois. Voilà. On paye une seule fois, même si l'ordre est fractionné. On regarde ce que ça donne à l'achat, Thomas, pour le coup, avec un exemple concret. Avec un exemple concret. Donc là, on place toujours un ordre à l'achat donc de 950 valeurs et on fixe une limite à 31,62. Donc là, le prix, donc, on n'achètera que si le cours est en dessous de 31,62. Donc là, en l'occurrence, dans le carnet d'ordre, on a effectivement des gens qui sont prêts à le vendre à 31,61, 31,61,5 et 31,62. Donc notre ordre va être exécuté à une moyenne de ce prix. Mais on est sûr, quand on fixe 31,62, que l'ordre ne sera jamais exécuté à un prix plus élevé. Donc là, dans l'exemple en question, l'ordre est exécuté à 3 prix différents, mais toujours en dessous de la limite qu'on a fixée. Très clair. Et à la vente, donc là, on a le client qui souhaite vendre 750 titres à une limite de 31,63. Et on voit qu'à là, aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qui sont prêtes à le vendre à ce prix-là. Donc le cours n'est pas exécuté. On attend que... des acheteurs, pardon. On attend que des acheteurs soient prêts à le payer ce prix-là pour que l'ordre soit exécuté. Et donc, avec tout ce qu'on s'est dit, si ça ne se fait pas sur la journée, l'ordre tombera en fin de journée boursière. Sauf si, évidemment, on a choisi une date de validité qui est plus lointaine. Mariam nous demande les quantités disponibles à l'achat et à la vente sont actualisées à quelle fréquence? Alors, les carnets d'ordre, il stream, si je peux me permettre, sur le portail. D'ailleurs, vous y avez tous accès maintenant, faut le savoir. Hein. Donc ça, c'est du temps réel. Du temps réel, voilà. On parle de streaming. Hein. Vous verrez, des fois, ça clignote très fort sur les valeurs qui bougent. Donc voilà, c'est du temps réel. Ouais. Bon, on peut dire que l'expérience... Sans décalage, sur Paris, vous êtes vraiment en réel. Il n'y a pas de décalage de 15 minutes. Ça peut arriver sur certains sites où on vous dit attention, temps différé. C'est pas le cas chez Boursorama. Sur Paris, vous êtes en temps réel. Voilà, donc vous voyez en temps réel ce qui se passe sur le carnet d'ordre. Voilà pour l'ordre au marché, l'ordre à cours limité. On va augmenter un petit peu le niveau, pas forcément plus compliqué d'ailleurs, une fois qu'on a bien compris, avec les ordres à seuil de déclenchement. Exactement. Donc l'ordre à seuil de déclenchement, parfois on dit que c'est l'un des ordres dits stop, puisqu'il est souvent utilisé donc, à la vente. Et donc l'ordre de déclenchement, l'ordre à seuil de déclenchement, il permet d'acheter ou de vendre une quantité de titres à partir d'un cours déterminé. C'est-à-dire qu'à l'achat, donc vous déterminez un cours et l'exécution se fera à ce cours ou bien au-dessus. D'accord. À la vente, inversement, donc l'exécution se fera au cours que vous avez déterminé ou bien en dessous. Donc, généralement, c'est un ordre qu'on choisit plutôt à la vente, ce qui permet de se protéger contre un éventuel retournement de marché en limitant des pertes ou bien en assurant un gain minimal en fonction de, évidemment, l'endroit où on le place. Donc parfois on l'appelle aussi stop loss pour exprimer justement cette idée. Les gens qui disent au moment de l'inscription, est-ce que vous allez nous apprendre à utiliser les ordres stop? C'est ça. Ça c'est un des types d'ordre stop. Et on verra après que dans l'ordre à plage de déclenchement, c'est un autre type d'ordre stop un peu plus élaboré. Mais donc là, une fois que le cours déterminé est atteint, il se transforme en ordre au marché. Donc on a les mêmes, on va dire, les mêmes points d'attention que pour l'ordre au marché, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise que partiellement l'exécution, forcément, puisque on choisit uniquement le seuil de déclenchement de cet ordre. Donc, on peut Ça veut dire juste, on précise pour que ce soit bien clair, Thomas, quand on est dans des conditions de marché où il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations de cours très fortes. Si je mets un ordre, par exemple, de vente à 27 €, attention, je ne suis pas obligé d'être exécuté à 27 €. Ça peut descendre bien plus bas. Ouais. Il sera déclenché au moment où le cours atteindra 27, mais évidemment, si le cours dégringole extrêmement vite, et que par exemple à 27 il y a très peu d'ordres de vente, enfin très peu d'ordres dans le carnet, il sera exécuté, il commencera à être exécuté à 27 et ensuite il suivra la dégringolade du cours. Important de le préciser. Tenter que le cours dégringole. Oui. Donc donc là encore une fois quand on choisit cet ordre, c'est la même. Donc quand on fait un ordre à cours limité, on choisit la limite. Là, comme son nom l'indique, quand on fait un ordre à seuil de déclenchement, on choisit évidemment le seuil à partir duquel il est déclenché et toujours cette date de validité qu'on peut moduler par défaut à la journée et on peut le rendre un peu plus loin. On se doute que sur ce type d'ordre, on va avoir des validités, j'imagine, plus longues.
Souvent, Oui. si l'objectif est de se prémunir d'une perte, Oui. ça peut être aussi utile ce type d'ordre pour des personnes qui ne souhaitent pas, par exemple, se connecter tous les jours à leur espace client, être rivés sur les marchés. On se dit, on a passé un ordre sur une valeur, ou bien on a une position, on s'est dit on a une plus-value latente qui est confortable, et on se dit, sans vouloir regarder tous les jours, je suis prêt à garder cette valeur jusqu'à ce qu'elle atteigne ce prix-là, et auquel cas, c'est vrai que pour ce type d'ordre, ça peut avoir un peu plus de sens si jamais on n'a pas envie d'être les yeux rivés sur les marchés, d'avoir des durées de validité assez longues pour justement se protéger en cas de retournement de marché. Dom nous dit justement, puisqu'on va parler de l'exemple à l'achat et à la vente sur l'ordre à seuil de déclenchement, on dit mais où est-ce que vous le voyez le carnet d'ordre, s'il vous plaît, sur l'appli ou sur le site? Alors déjà on peut faire sur le site, sur les fiches valeurs, il est tout en haut, donc franchement vous regardez Dom une fiche valeur, vous aurez très vite sur le côté droit le carnet d'ordre, et puis sur l'appli, messieurs. On l'a mis assez haut, donc vous le voyez très rapidement. Ouais. J'ai envie de dire, en un petit coup de doigt sur la fiche valeur dans l'appli, vous avez le carnet d'ordre avec la même profondeur. C'est ça, il n'y en a pas moins sur Non, il n'y l'application. en a pas moins. Non, tout à fait. Exemple, Thomas, sur les ordres à seuil de déclenchement. Donc, l'exemple, on le rappelle, le cours d'une action, c'est le cours auquel a eu lieu la dernière transaction. Oui. Donc là, on va se placer dans un exemple où la dernière transaction a eu lieu à 30 euros. Donc lorsqu'on a une dernière cotation sur une valeur qui est à 30 euros, on peut saisir un ordre à seuil à partir d'un seuil qui est supérieur uniquement, forcément. Donc là, imaginons un client qui souhaite passer un ordre de 500 titres avec un seuil de déclenchement à 31,6. Donc la dernière cotation était de 30 euros. Là, le cours de cette action est passé de 30 à 31,61. Donc le seuil est atteint. Oui. Donc l'ordre se déclenche et se transforme en ordre marché. Et donc là, comme dans le carnet d'ordre, on a 500 titres disponibles à la vente pour 31,61. L'ordre s'exécute Intégral. totalement à ce prix. C'est juste que là, donc, le client en question l'a positionné lorsqu'il était à 30. Et donc l'ordre s'est exécuté au moment où dans le carnet d'ordre, la valeur 31,6 est apparue, puisque c'est le seuil qu'il avait fixé. Maintenant, on peut voir un exemple à la vente, puisque c'est c'est le cas où cet ordre est le plus utilisé. Donc là, on a toujours, donc quand on a un ordre à la vente, il faut évidemment saisir un seuil qui est inférieur au dernier cours coté. C'est une évidence. Et donc là, on va partir du principe que la valeur était à 32 euros. Donc là, on peut positionner un ordre sur une valeur à 32 euros. On a le droit de positionner un ordre de vente à 31,6. Et donc là, l'exemple en question, la personne a mis un ordre à 31,6 pour 850 valeurs. Oui. Et donc, le cours était à 32 euros. Le cours baisse, il atteint le seuil de 31,6. L'ordre à seuil s'active et est déclenché. Et du coup, il se transforme en ordre marché. Oui. Et donc là, l'ordre est exécuté partiellement à 31,6, puis il est complété à 31,59,5, puis il est enfin terminé et complété à 31,59. C'est-à-dire que, on l'a dit, on a une maîtrise qui est partielle puisqu'il s'est déclenché au seuil qu'on a choisi, mais en revanche, il a continué à s'exécuter puisque au seuil qu'on avait choisi, il n'y avait pas suffisamment de valeur par rapport à celle qu'on souhaitait vendre. Bon, on va continuer dans l'exemple avec cette question de Rod qui nous dit « Je souhaite programmer l'achat de 10 actions d'une entreprise à un cours bien précis. Je paramètre le système sur une durée X afin d'atteindre potentiellement ma valeur. Pour que cela s'effectue automatiquement, est-ce que l'ordre à seuil de déclenchement convient ?» De l'exemple, j'ai envie de dire oui. Oui, Ouais. Mais l'ordre à cours limité également. Oui. Oui, avec une potentialité peut-être d'une exécution qui ne sera pas maximale, mais encore une fois, ça dépend du type de valeur, si elle est liquide ou pas. C'est vraiment ça qui est important. Si une fois que l'ordre est exécuté, on privilégie le prix auquel le client choisit, ou bien on privilégie l'exécution. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où il atteint ce seuil, on souhaite n'acheter qu'à ce prix-là, et dans ces cas-là, il vaut mieux choisir un ordre à cours limité, ou bien si on souhaite déclencher l'achat à partir du moment où il atteint ce seuil et on est prêt à payer un peu plus cher, là, on peut prendre un ordre à seuil. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cas de figure. En tout cas, il n'y a pas de mauvais ordre. C'est vraiment qu'est-ce qu'on privilégie. Choix stratégiques aussi. Tout à fait. Et là, on n'a peut-être pas parlé. On parlait du fait qu'une valeur peut très rapidement coter un cours qui déclenche un ordre. On l'a vu. Tout d'un coup, il y a eu un échange à ce prix-là et ça active l'ordre. Et on se retrouve exécuté, par exemple, au marché sur un ordre à seuil. Mais on ne l'a pas dit, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fameux gaps journaliers, où une valeur clôture à un certain cours, elle en ouvre un petit crack ou au contraire, la valeur monte fort le matin. Et peut-être qu'on a un peu enfoncé le seuil ou une barrière qu'on s'était fixé. Donc attention aussi à la volatilité des valeurs, à leur liquidité. C'est vraiment des facteurs à prendre en compte. Voilà pour les ordres à seuil de déclenchement. On avait une question de Roger. Est-ce que les frais sont différents selon le type d'ordre ? Absolument pas.
Bon, voilà, là-dessus, pas de mauvaise surprise et pas de prise de tête. On a le seuil de déclenchement et on va partir à la plage. On va partir à la plage. Avec vous, voilà. Andrea. Allez, bon, Et c'est on va- un et petit on va peu moins fusionner. bucolique, la On va- plage de déclenchement. On va fusionner l'ordre à plage de déclenchement. Alors, voilà, pour faire assez simple, c'est un peu la fusion entre l'ordre à seuil que Thomas vient d'évoquer et l'ordre à cours limité. C'est-à-dire que là, de la même manière que l'ordre à seuil, on va fixer un seuil à partir duquel on est prêt à acheter ou vendre, Oui. mais on va rajouter une notion supplémentaire, c'est-à-dire une limite, c'est-à-dire jusqu'à combien je suis prêt à acheter. à acheter ou vendre. Donc, Vendre. à partir de quand et jusqu'à quand. Donc là, l'avantage, c'est que la maîtrise de l'exécution, elle est totale, même si elle se joue sur une fourchette, c'est vous qui décrétez à partir de quand et jusque quand. Donc on reste sur une belle maîtrise du cours Et d'exécution. si on parlait de stratégie, c'est exactement ce que vous avez décrit, Andrea. C'est-à-dire, je veux peut-être acheter ces titres, je me donne un petit peu de latitude et en même temps pas trop. Exactement, Oui. on se laisse la possibilité de maximiser son exécution, mais en faisant attention quand même à ce que ça ne dépasse pas une certaine limite. Alors, comme on intègre un cours limité, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, on devient non prioritaire, puisqu'il y a cette notion de limite, contrairement à l'ordre à seuil qu'on a vu juste avant, qui, lui, était prioritaire, puisqu'il se transformait en ordre au marché. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on perd cette priorisation, par contre, par rapport à un ordre à seuil. D'accord. Comme je disais, il faut bien, ils ont tous leurs avantages et également leurs contreparties. Oui, c'est ça. Donc comment il se matérialise comme je viens de vous l'évoquer, quand on va sélectionner l'ordre à plage dans l'application ou sur le site Boursorama, on va choisir donc ce seuil à partir duquel on veut déclencher l'ordre Oui. et puis cette limite. Donc encore une fois, on fusionne un peu ce qu'on a vu juste Donc, avant. typiquement, je mets un seuil à 25 et une limite à 27. Exactement, donc Ça. par exemple je suis prêt à acheter à partir de 25, mais je n'achèterai pas Au-dessus de au-dessus de 27. Voilà. Et donc forcément, on peut avoir de la même manière une stratégie de borne plus ou moins resserrée. Oui. Et encore une fois, ça s'adapte aussi à la valeur sur laquelle on négocie. Donc voilà, une caractéristique en plus par rapport à ce qu'on a vu avant, mais toujours également la possibilité de le laisser en validité jour ou d'aller un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai qu'en théorie, quand on met des ordres un peu plus complexes, entre guillemets, on est plutôt sur des dates de validité un peu plus longues. C'est qu'on a quand même un petit peu plus de temps pour que Voilà. le scénario se réalise. Tout à fait, mais après on est libre de le faire quand même à la journée, ça n'empêche rien. Alors, comment ça peut se matérialiser par exemple à l'achat On décide donc là, comme dans l'exemple, d'acheter pour 30 titres. À partir du moment où le titre se négocie à 31,60 et jusqu'à 31,62, donc pas au-dessus. Là, dans le carnet d'ordre, donc il y a eu ce franchissement, la valeur a atteint 31,60. Donc l'ordre s'active. On voit qu'il y a un vendeur pour 500 titres à 31,61. 31,61, ça reste dans ma fourchette que j'ai définie. C'est bien entre 31,60 et 31,62. Donc là, 300 titres pour 500, ça matche parfaitement. Je suis donc exécuté pour mes 300 titres à 31,61. Donc je suis resté, je l'ai déclenché et je m'assure que je reste dans mon intervalle pour être exécuté de la meilleure manière possible. D'accord. Donc ça, c'est à l'achat. On a la même chose à la vente. On va voir donc une autre possibilité. Donc là, je veux vendre 850 titres à partir du moment où la valeur atteint 31,60, donc descend à 31,60 entre guillemets. Mais je ne veux pas vendre moins bien que 31,59. Là, on voit que dans le carnet, eh bien, mon ordre va se déclencher, va s'activer. Toutefois, la première ligne du carnet ne me permet pas d'exécuter la totalité Complètement. de ce que j'ai demandé. Ouais. Donc je vais voir la ligne d'en dessous, 31,595, c'est toujours dans ma fourchette, parce que moi j'ai dit attention, jusqu'à 31,59 c'est ok, mais pas en dessous. Donc là, il reste 200 titres auxquels je vais être exécuté également. Et encore en dessous, on voit qu'on est à 31,59, donc ça correspond encore à ma limite. Donc les 200 titres restants vont être exécutés également à 31,59. Mais contrairement à l'ordre seuil qu'on a vu tout à l'heure, je n'irai pas plus bas, puisque j'atteins à un moment donné ma limite. Donc on garde cette maîtrise, partielle en tout cas, du cours d'exécution. Et donc l'exécution potentiellement partielle également. Oui, c'est Tout à ça. fait, On n'est pas exactement. obligé d'être exécuté en intégralité si la Exactement. quantité en face La quantité ne dépasse la correspond limite. pas à la plage. L'ordre n'est plus, la suite de l'ordre n'est plus exécutée. Exactement. On a vu le seuil de déclenchement, on a vu la plage de déclenchement, et là, on va aborder un ordre qu'on aime, allez, il faut le dire, plutôt bien sur le plateau de ce webinaire, c'est l'ordre suiveur. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup celui-là. Alors là, donc on va être sur un ordre. Vous mettez Pour moi, c'est votre blague, Andrea. Je vous la fais. Allez, Voilà. Bon, faites-la. si on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, l'ordre suiveur, pour moi, c'est le meilleur ami du
d'investisseurs. Ben voilà. En fait, c'est vraiment, je trouve, l'ordre. Alors, il a une notion évolutive que n'ont pas les ordres qu'on avait avant. Tout à l'heure, on a dit, voilà, il y a des ordres où on fixe un seuil, une limite, c'est carré, hein, vous voyez, ça ne bouge pas, ce sont des valeurs qui sont figées. Là, on va le voir, on va être sur un ordre qui est évolutif. Alors, moi, je trouve que c'est un très bon outil de gestion de risque. Ça gère très bien la volatilité, on va le voir. Donc, on rentre vraiment dans une stratégie un peu plus, pour moi, un peu plus élaborée, entre guillemets, moins limitée. Alors, un peu comme ce qu'a dit Thomas pour le seuil, c'est vrai que c'est un ordre qui est en général particulièrement aimé pour la vente, mais il se pratique également à l'achat. À la vente, il va vous permettre de vous prémunir d'un renversement de tendance et en même temps de sécuriser vos gains. Oui. Donc là, ce que je dis est peut-être un petit peu flou pour l'instant, mais voilà, après je vais mettre du concret. Et à l'achat, encore une fois, c'est utilisé, mais c'est un peu plus rare. Il va vous permettre en fait de finalement d'identifier une espèce d'inversement de tendance pour prendre position et j'ai presque envie de dire de monter dans un train en marche en profitant donc d'un pic de volatilité. Oui. C'est un ordre, ça garde les principes de l'ordre à seuil de déclenchement, donc on sera sur une exécution maximale. Donc on va avoir cette notion d'ordre prioritaire qui en fait partie. Et la maîtrise du cours d'exécution, en contrepartie, comme on le voit depuis le début, elle sera partielle. Oui. Donc ça, c'est le grand principe de l'ordre suiveur. Je pense qu'un bon schéma vaut mieux que des mots. Exactement. Et je vais vous montrer. Alors là, on va d'abord regarder comment ça se passe sur comment il se situe au niveau de l'appli. Donc vous allez sélectionner ordre suiveur et vous allez entrer un seuil. Alors là, on sera en pourcentage. On ne parle plus en euros. Donc je ne mets pas à 25 €, 27, on oublie. Voilà, on est sur un seuil en pourcentage. Donc en pourcentage de la valeur de l'action au moment où on rentre l'ordre. Donc je peux mettre 10% par exemple. Voilà, si la valeur est, par exemple vaut 20 € au moment où vous entrez votre ordre et que vous mettez 5%, ça veut dire que je vais mettre un seuil. Dans le cas d'une vente, je vais mettre un seuil à 19 €, à 5% de 20 €. Donc je vais créer ce seuil. Et à l'achat, inversement, je vais mettre un seuil au-dessus. Oui. Donc si je suis à 20 € au niveau de la valeur, je vais mettre un seuil à 21 €. 5% d'écart entre le dernier cours coté et le niveau de mon seuil. Donc passons à l'exemple à la vente. Comme je vous le disais, c'est vraiment le plus gros cas de figure. Donc, je décide de placer un ordre suiveur à 5% d'écart sur une valeur qui, au moment où je le passe, cote 20 €. Donc, je crée un seuil à 19 €. Ce qui va se passer, c'est que la valeur va évoluer tant qu'elle évolue à la baisse par rapport au seuil initial. Il ne se passe rien. Je reste avec un seuil de 19 € qui, si la valeur atteint ce seuil, se déclenchera un ordre au marché de vente. Toutefois, à partir du moment où... qu'on est à la vente, là. À la vente, on est bien à la vente. Plutôt achat, là, on commence par la vente. Tout à fait. Si le cours de la valeur dépasse ces 20 € à un moment donné dans la journée, alors là, mon seuil va être recalculé. Oui. Alors, il faut savoir qu'il est recalculé par période de 15 secondes avec Boursorama. Donc, toutes les 15 secondes, on regarde où se situe la valeur et on repositionne le seuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la valeur augmente, mon seuil augmente avec elle. Et ma plus-value aussi. Et ma plus-value aussi, c'est-à-dire que je vais sécuriser un petit peu de plus-value à chaque fois qu'il y a un petit saut, un petit soubresaut comme ça de la valeur. Et par contre, à partir du moment où on a réévalué le seuil et que la valeur redescend, mon seuil, lui, ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il va me permettre de sécuriser ce cliquet en fait. Exactement, il y a un cliquet qui sécurise les plus-values que j'ai pu enregistrer, mais qui, si, à un moment donné, la valeur tout d'un coup, finalement, redégringole, on l'a vu tout à l'heure, ça peut arriver, et bien là, mon seuil, lui, va me permettre d'exécuter mon ordre en ayant quand même matérialisé potentiellement des plus-values. Bon, moi j'ai tout compris et le graphe le montre bien, finalement. Voilà, c'est recalculé et à un moment donné, ça va peut-être se rencontrer. Et là, du coup, l'ordre s'active, attention, là, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, il s'active comme un seuil de déclenchement, donc il s'active au marché. Oui. Donc il y a quand même toujours cette possibilité de la maîtrise de l'exécution du cours qui est moins bonne. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est pour la vente. Pour l'achat, c'est vrai que c'est un peu plus conceptuel. Comme je disais, c'est se dire, j'ai le même principe, je mets une barrière mais qui va être au-dessus du cours. Tant que le cours monte, la barrière n'est pas réévaluée en fait, et c'est quand la valeur va tomber en dessous, va commencer à baisser, que je vais de la même manière baisser mon seuil. Et donc si à un moment donné ça baisse, et puis qu'il y a un pic et que la valeur remonte, qui va d'identifier finalement une espèce de peut-être de mouvement, de volatilité, en fait un retournement de tendance brusque, alors ça va activer mon ordre d'achat.
Donc, comme je le redis, c'est un peu particulier, mais c'est de se dire, voilà, je prends le train en marche, la valeur subit un rebond technique, un rebond pour une raison, peut-être aussi une news qui tombe sur la valeur qui tout d'un coup la fait remonter. Alors je prends le train en marche et j'achète la valeur au moment où elle franchit ce seuil. Alors, Jean-Marc nous demandait au moment de l'inscription, d'ailleurs, si vous avez des questions, là je vois qu'il n'y en a pas de nouvelles qui tombent, alors j'espère qu'il n'y a pas de problème sur la tablette. S'il y a de nouvelles questions, n'hésitez pas à les envoyer. Mais Jean-Marc nous demandait au moment de l'inscription, peut-on combiner ordre suiveur et à plage de déclenchement ? Non, combinaison, c'est pas possible. Alors on verra, il existe des combinaisons. Oui. J'espère qu'on l'abordera dans un prochain webinaire. D'accord. Là, on a dit qu'on parlait d'ordre simple, donc c'est-à-dire c'est une stratégie, on l'a vu finalement. Ce qu'ils ont en commun, tous les ordres qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, c'est qu'ils sont unidirectionnels. C'est-à-dire, on disait, voilà, là, je vais passer un ordre d'achat à cours limité, un ordre de vente à plage de déclenchement. Il n'y avait pas de combinaison. Donc, il existe des ordres complexes qui permettent de dire, voilà, je vais acheter si et si jamais, alors je vends. Ça existe, mais pas dans le cas évoqué là, dans la question. Bon, très clair. On vient de voir en détail les différents types d'ordres. J'espère que vous êtes toujours avec nous. On a vu les ordres marché, les ordres à cours limité, à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement, les ordres suiveurs. Une fois qu'on a fait tous ces ordres et qu'on en a passé un certain temps dans la journée, ça peut être bien de savoir ce qu'ils deviennent, la vie des ordres. Où est-ce qu'on retrouve ça simplement ? Tout à fait. Où est-ce qu'on en est finalement en fin de journée ? C'est ça. Alors, encore une fois, je reste zoomé sur l'appli. Vous avez compris que ce soir, c'était 100% appli. C'était mon dada, c'est 100% appli. Donc là, on vous a fait un petit menu contextuel. Quand vous êtes sur l'application et que vous êtes sur un nouveau compte bourse, compte titre, PEA, peu importe, vous verrez que votre menu en bas, il change par rapport à l'accueil de votre banque. C'est-à-dire, on considère que si vous venez dans votre compte titre ou votre PEA, c'est pas nécessairement pour faire un virement bancaire, c'était plus justement pour regarder où en sont vos ordres ou rechercher une valeur. Et donc là, quand vous êtes sur votre compte titre ou votre PEA, vous avez ordre, qui est vraiment dans le menu en bas, qui vous permet d'accéder effectivement à la liste des ordres que vous avez passés et d'avoir des informations sur leur état, où ils en sont, est-ce qu'ils ont été exécutés ou pas. Donc vous cliquez sur ordre et vous arrivez sur la page d'accueil. Alors les ordres, ils sont rangés par compte, attention, si vous avez passé, ils ne sont pas mélangés entre les différents comptes bourse que vous pouvez avoir. Si vous voulez avoir des informations sur l'état de vos ordres dans votre PEA, vous sélectionnez PEA. Pour votre compte titre, vous prenez le compte titre en haut, là, comme on le voit dans la fenêtre. Vous allez pouvoir trier, peut-être que vous en passez beaucoup. Oui. On va vous laisser la possibilité de trier. Donc, on l'a vu, donc il y a les ordres simples, complexes, qu'on n'a pas évoqués ce soir, mais qu'on évoquera, j'espère, il y aura un prochainement. numéro 2. Tout à fait. Et aussi les introductions boursières, parce qu'on a beaucoup de clients que ça intéresse. Donc, on vous a segmenté un peu quand même les différentes typologies d'ordres, déjà pour pas tout mélanger. Pas s'y perdre. Exactement. Ensuite, on vous propose de les trier par état. On l'a vu tout à l'heure, un ordre peut être complètement exécuté. Il peut être tombé en fin de validité. Il peut être exécuté partiellement. Il peut être annulé. Vous avez plein, là on le voit, vous avez beaucoup d'états différents. Vous allez pouvoir peut-être vouloir retrouver un ordre exécuté. Là, vous prenez exécuté, ça va déjà réduire potentiellement les ordres que vous avez. Et une fois que vous avez trié, vous retrouvez peut-être, et j'espère, l'ordre que vous recherchez. Et vous avez donc son état. Est-ce qu'il a été rejeté, exécuté, pour combien de titres ? Vous avez tout le détail qui est disponible. Même depuis l'appli, on a réussi à loger tout ça dans l'application BoursoBank quand même. C'est une super pub pour l'appli BoursoBank. Ils vont plus vouloir venir sur mon site. C'est pas possible, je sais pas, Laurent, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Et si ça ne vous suffit pas et que ça ne vous permet toujours pas de retrouver facilement votre ordre, on vous a mis encore plus de filtres à disposition. Donc là, vous cliquez sur plus de filtres et on vous permet également de trier par ISIN ou libellé, ça peut être pratique, ça va vite. Et également la période pendant laquelle vous avez passé l'ordre. Je veux voir ce qui est arrivé à mes ordres d'hier, je mets la date d'hier. Et en plus de ça, on vous met à disposition un magnifique guide des ordres sur cette page, quand vous cliquez sur plus de filtres, qui reprendra une bonne partie de ce qu'on s'est dit ce soir. Vous retrouverez vraiment la liste de tous les ordres. Les idées. Également, si vous voulez un peu de teasing, les ordres complexes sont dans ce guide. Donc vous pouvez déjà prendre de l'avance et puis aller regarder un petit peu comment ils fonctionnent. Il est super. Encore plus de détails sur le statut des ordres, non ? Je crois que vous avez une dernière slide pour nous. Oui, parce que voilà, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez quand même cliquer dessus, c'est encore mieux. Parce qu'on vous donne les grandes infos dans la vue d'ensemble, vraiment les infos les plus importantes, mais on vous permet de cliquer quand même sur l'ordre en question et d'accéder vraiment à la totalité du détail de tout ce que vous voulez retrouver. Il ne manque rien, vous avez vraiment toutes les informations possibles et inimaginable sur un ordre de bourse. Bon, si jamais vous êtes sur l'appli en même temps que vous nous regardez et que vous ne retrouvez pas tous les détails qu'est en train de donner Andreas, c'est le moment de vous poser une question pour dire attendez, moi je suis perdu, remontrez-nous ça une fois. Pour le moment, pas d'alerte sur la tablette. Ce qu'on vient de voir, messieurs, ça concerne les actions, ça peut concerner les ETF. Est-ce que, Thomas, ça marche de la même façon pour les OPCVM ? Alors,
Pas tout à fait, Oui. justement. C'est pour ça que ça vaut le coup d'évoquer rapidement le sujet, même si ce n'est pas strictement parler un ordre de bourse avec des stratégies différentes. Mais effectivement, quand on achète des OPCVM, ou quand on les vend, on a des notions un petit peu différentes dans la mesure où les OPCVM ne sont pas cotés en continu. C'est-à-dire la variation du cours n'est pas tout au long de la journée de bourse. On a ce qu'on appelle une valeur liquidative pour un OPCVM. Donc la valeur liquidative, c'est le prix de l'OPCVM. Et donc on le voit sur le portail Boursorama. Quand vous voulez vous intéresser à un OPCVM, il faut vraiment regarder avec attention les frais et conditions de souscription. Parce que, évidemment, les frais, c'est les frais éventuels d'entrée que vous allez payer lorsque vous allez acheter cet OPCVM, qui sont du coup gratuits sur nos OPCVM Boursorama. Et aussi les frais courants, qui sont les frais de gestion des produits, puisque évidemment, contrairement à une action, on a des frais de gestion, puisque derrière, il y a une structuration, il y a un gérant, il y a une société de gestion que l'on rémunère pour le travail qu'elle fait. Donc ça, c'est des frais, mais il y a aussi donc, des notions qui sont plutôt liées au passage d'ordre, donc à la souscription. Donc on a des montants de souscription qui sont des seuils qui sont fixés. Donc soit des seuils qui sont fixés en une notion de part, donc on peut acheter à l'achat par exemple à partir d'une part, de 2, de 3, de 4, de plusieurs, ou bien un montant. C'est pas parce qu'un OPCVM a une valeur liquidative de plusieurs milliers d'euros qu'on est obligé d'acheter forcément une part ou un multiple de parts. On peut parfois aussi avoir, par exemple l'exemple à l'écran, on a un seuil en euros, donc de souscription minimale initiale. Et après aussi, on a parfois un seuil qui est différent ultérieurement. Parfois, on nous demande un seuil plus important d'achat pour la première fois et après, on peut compléter avec des plus petits montants. Donc ça, c'est vraiment spécifique à chaque OPCVM. Et on a aussi, donc, on le disait, le prix d'un OPCVM, c'est ce qu'on appelle la valeur liquidative. Une grande majorité des OPCVM a une valeur liquidative dite quotidienne, c'est-à-dire que ce prix est mis à jour tous les jours. Mais parfois, on peut aussi avoir des OPCVM qui ont des valeurs liquidatives qui sont hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles, auquel cas, le prix est mis à jour tous les 15 jours, tous les mois. Et donc, on n'est exécuté que, évidemment, à la prochaine valeur liquidative, puisqu'elle n'est pas publiée quotidiennement. Donc, quand on souhaite passer un ordre d'achat ou de vente, il y a aussi une autre notion qui est importante, c'est l'heure de centralisation des ordres. Donc, là, dans l'exemple en question, la centralisation des ordres est à midi. Donc, si vous souhaitez passer ce jour-là, vous devez passer votre achat ou votre vente avant midi. D'accord. Et d'ailleurs, même souvent, il y a besoin d'avoir une petite marge par rapport à cette heure de centralisation. On l'explique là dans le passage d'ordre. Parfois, il faut, pour être sûr d'être exécuté le jour même, et dans ces cas-là, on vous prévient systématiquement, il faut passer ces ordres quelques minutes ou quelques heures avant l'heure de centralisation pour être certain que le centralisateur exécutera votre ordre. Pris en compte, en fait. Voilà. Donc, pas de stratégie particulière avec notion d'ordre, mais quand même ces notions donc, de centralisation, de minimum et de valeur liquidative qui doivent être connues. Oui. Et un dernier peut-être point, c'est que sur un OPCVM, on passe toujours son ordre à cours inconnu. D'accord. Puisqu'on passe sur la prochaine valeur liquidative. Donc il n'y a pas de notion d'ordre à cours limité, etc. Vous passerez à la prochaine valeur liquidative. Donc il y a cette notion de cours inconnu qui est systématique chez les OPCVM. Bon ben voilà, très bien pour ce point particulier. Moi, vous avez mis un peu de portail, Laurent, il n'y a pas que de l'application. Bah, heureusement que Thomas est là, Andrea. D'ailleurs, je crois que vous nous remontrez l'application parce que vous nous avez fait un teasing sur les horaires étendus, l'occasion d'en reparler. Tout à fait, voilà, on a abordé tout à l'heure le fait d'avoir la possibilité de continuer à traiter donc après 17h35 jusqu'à 22h sur 170 valeurs. Donc il y a des actions, il y a des ETF. Alors, sur le portail Boursorama, vous verrez que c'est facile à retrouver. Quand vous cliquez sur une valeur, on vous indique un petit 22 heures dans l'éligibilité. Souvent, vous avez en haut, tout à fait. Sur le bandeau de la valeur. Exactement. Oui. Vous avez souvent compte titre, PEA, on vous dit si elle est éligible au PEA ou PEA PME par exemple, et vous avez 22 heures. Donc, si vous avez le picto 22 heures, ça veut dire que la valeur est éligible aux horaires étendus. Alors, important, il faut savoir que par exemple, pour les horaires étendus, là je vous le montre avec les deux écrans, vous avez seulement deux types d'ordres possibles. Vous avez donc les ordres au marché, qu'on a vu au tout début, et à cours limité. Alors, il faut le savoir, c'est uniquement ces deux types d'ordres qui sont pris en compte sur la partie horaire étendue. Bon ben voilà, sur la petite parenthèse sur les horaires étendus et qu'on retrouve, comme l'a dit Andrea, très facilement dans le bandeau qui est disponible sur chaque valeur. Messieurs, il va falloir être rapide car ça crépite sur la tablette. Il y a plein de questions qui sont tombées. Il est 19h25. On va essayer de répondre au maximum. Déjà, vous avez suscité des questions. Que veut dire OPCVM? Que signifie OPCVM? C'est quoi la différence entre OPCVM et ETF? Allez, réponse express efficace.
OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière. Voilà. Bon, je sais pas. Parle aussi de fonds, peut-être pour être un petit peu plus grand clair, public. mais c'est ce qu'on appelle communément les fonds, Oui. les fonds d'investissement. Donc un OPCVM, ça va être un produit financier qui va être créé par une société de gestion et qui généralement va être soit thématique, soit géographique. On peut avoir des OPCVM sur les États-Unis, auquel cas le gérant va acheter des valeurs américaines, sur la Chine, ou bien des OPCVM monétaires. Oui. Dans ces cas-là, on s'expose au marché monétaire, donc l'OPCVM achète des titres de dette de la BCE. Donc l'intérêt d'un OPCVM, ça peut être, effectivement, vous ne souhaitez pas faire vous-même votre marché, vous souhaitez confier ce travail à un gérant, donc vous souhaitez vous exposer au marché américain, au marché automobile, au marché du luxe. Vous pouvez acheter un OPCVM sur cette thématique-là ou sur cette géographie-là. Et donc, dedans, le gérant en fait, va faire un travail de sélection dans lequel il va lui-même acheter et vendre des actions qui respectent cette thématique ou cette zone géographique. Et vous allez du coup profiter de la performance, moyennant évidemment des frais de gestion. Oui. Puisque contrairement à des actions, vous allez avoir du coup une petite couche de frais qui est effectivement à chaque fois indiquée sur la fiche valeur et qui permet donc au gérant de rémunérer son travail et puis d'assurer le fonctionnement du produit. Et si vous voulez retrouver d'ailleurs certains de ces OPCVM, certains de ces fonds, vous avez une émission dédiée qui s'appelle Tendance de fonds, sur laquelle les gérants viennent vous expliquer justement comment ils sélectionnent les valeurs qu'ils mettent dans leurs fonds, à retrouver là aussi sur la rubrique vidéo du portail. On avait plusieurs questions. On avait quelle est la différence entre un OPCVM et un ETF? Question qui revient souvent. Alors on l'a dit, l'OPCVM a une valeur liquidative qui est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. L'ETF, contrairement à un OPCVM, est coté en continu, comme une action. Après, il fonctionne aussi comme l'OPCVM dans la mesure où c'est souvent un panier de valeurs. Souvent, on a des OPCVM géographiques ou thématiques dans lesquels donc, on a des sous-jacents actions. Et la différence, c'est que là, on a une gestion passive, souvent indicielle, où on n'a pas de gérant qui fait qui achète selon ses convictions, mais souvent un ETF suit un indice et va contenir tout l'indice en question. Donc il n'y a pas de sélection, sauf dans le cas des ETF actifs, évidemment. Alors là, on est en train de perdre tout le monde. Un conseil, il y a plusieurs webinaires qui ont été dédiés aux ETF, notamment comment se composer un portefeuille 100% ETF. Ils sont là aussi disponibles dans la rubrique vidéo. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il vous faut en termes de références si vous souhaitez creuser sur le sujet particulier des ETF. On va quand même continuer parce que ça a suscité beaucoup de questions. Justine nous dit, ça va vous plaire ça, Andrea, quand je fais une recherche pour un ETF, je tombe sur un onglet Bourse Market, c'est un onglet autre. Quelle est la différence ? La différence, c'est le prix. Eh oui. Voilà. Alors effectivement, vous avez peut-être pu le voir, mais il y a depuis maintenant plus de 2 ans, on vous propose une gamme de produits. D'ailleurs, ça existe sur les ETF, mais ça existe sur les fonds également, et sur les produits de bourse, pour ceux que ça intéresse également, qui sont sans frais de courtage. C'est-à-dire que si vous achetez un ETF de cette gamme Bourse Markets ou un produit de bourse, peu importe, vous n'aurez pas de frais de courtage à payer. Quel que soit le montant de l'ordre ou d'ailleurs le type de l'ordre. Voilà. Pascal nous demande, sur un produit Bourse Market, quels sont les frais? On n'a vu pas de frais de courtage. Est-ce qu'il y a-t-il des frais de garde, nous demande-t-il? Alors, il n'y a pas de frais de garde chez Boursobank de manière globale. Les seuls frais qu'on peut avoir du coup, pour les ETF et les OPCVM Bourse Market, ce seront les frais de gestion du produit, évidemment. Alors pour les ETF, les frais de gestion sont très faibles du fait de la structure du produit. Pour les OPCVM, ils peuvent être un peu plus importants. Du fait de la structure du produit. Et tout ça, vous le voyez au moment du récapitulatif de l'ordre. On ne l'a pas évoqué ce soir parce que je pense que ce serait une notion intéressante peut-être à voir la prochaine fois. Mais vous avez une fois que vous avez passé votre ordre, que vous le validez, vous avez un récapitulatif qui vous indique à la fois les caractéristiques de votre ordre et aussi potentiellement les frais qui sont induits, donc liés à la valeur que vous allez acheter. Nicolas qui nous demandait ce que c'était qu'un OPCVM nous demandait aussi est-ce que c'est éligible au PEA. Ça peut. Alors, pour peu qu'il soit exposé à des valeurs de la zone euro ou de l'espace économique européen, je crois, voilà, ils sont effectivement éligibles au PEA. Vous retrouvez, on l'a dit tout à l'heure, tout en haut de la fiche valeur, vous avez cette éligibilité qui vous indique si c'est PEA ou voire même PEA, PME, c'est possible aussi pour un OPCVM. Bon. On va revenir sur nos histoires d'ordre. Jean-Louis nous demandait dans un ordre à déclenchement non complètement exécuté. Le reliquat est-il maintenu ou abandonné ? Un ordre à seuil de déclenchement non complètement exécuté. Alors l'ordre à seuil de déclenchement se transforme en ordre marché. Donc a priori, il va être exécuté complètement. C'est plutôt un ordre à plage de déclenchement. Là, effectivement, la limite qui n'est pas consommée reste activée. Bon.
très clair. J'adore ce pseudo. Pergola Fusion nous dit quel ordre est prioritaire entre un ordre à seuil de déclenchement ayant atteint son seuil ou un ordre au marché? S'il y a compète entre les deux. Entre deux ordres au marché, ça va être l'ordre passé en premier. Le premier, oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Donc c'est l'ordre passé en premier. Le moment auquel a été passé l'ordre. Tout à fait. Novice Trader nous demande sur 100 actions, sur 100 actions de la même société, j'en ai vendu 50 à 10 heures et 50 à 15 heures. Dois-je payer 2 fois les frais? Alors, si ce sont deux ordres différents, oui, bien sûr, tout à fait. Si c'est le même ordre qui a été exécuté en 2 fois, là, ce sera une seule fois. Ouais. Donc voilà, tout dépend, Novice. Soit vous avez passé un ordre qui est partiellement exécuté puis totalement exécuté, auquel cas pas plus de frais, soit vous avez passé 2 ordres, et là, forcément, il y aura des frais sur chaque ordre. Alors, attendez, je fais un petit peu le ménage sur ma tablette. J'en profite pour poser une question qui avait été demandée au moment de l'inscription, que je trouve super intéressante, et on l'a eu beaucoup de fois. Gérald nous demandait, y a-t-il des créneaux horaires plus avantageux que d'autres pour passer ces ordres? On a vu cette journée boursière, Andrea. Est-ce que c'est mieux d'y aller le matin, le midi ou le soir? C'est très compliqué de répondre à cette question. Elle est très intéressante. Oui. Et encore une fois, ce qu'on disait, c'est que vous avez... Alors, à la fois, vous avez des valeurs plus ou moins liquides, vous avez des journées de bourse plus ou moins volatiles. Donc, c'est comme ça, il n'y a pas de généralité, en fait. Oui. Comme on vous disait, c'est à vous de voir à la fois, effectivement, ce qui se passe sur la valeur, ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe dans le carnet d'ordre sur la valeur. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui vont peut-être faire qu'à un moment donné, c'est peut-être le meilleur moment de le passer à 9h10 un jour sur une valeur, et le lendemain, il ne se passe rien à 9h10, en fait, vous n'avez pas de profondeur de carnet. C'est complètement contextuel, il n'y a pas de règle. Voilà. On peut quand même dire, par exemple, pour les personnes qui souhaitent investir sur le très long terme, sur des valeurs sans faire de spéculation, on va dire que sur le très long terme, l'heure et le moment auquel on va passer en ordre importe peu finalement. Donc ça dépend des stratégies évidemment, si on souhaite un peu faire du trading ou passer beaucoup d'ordres, mais si on est dans une optique de très long terme où on passe des petits ordres un peu régulièrement, il ne faut pas trop s'inquiéter du moment où on passe l'ordre. De toute façon, l'effet sera lissé par votre investissement si jamais vous investissez régulièrement tous les mois. Allez, on déborde un petit peu, mais il reste plein de questions et j'ai envie d'en prendre encore quelques-unes pour les gens qui nous regardent ce soir, et notamment une qu'on n'a pas encore abordée de Nathalie, qui nous dit comment exécuter mon ordre en SRD. Alors il va falloir nous expliquer très rapidement ce que c'est que le SRD et comment on fait pour le SRD. Allez, service à règlement différé. Tout à fait. Le terme. Alors, on va peut-être pas évoquer le SRD en lui-même, mais je pense que ce qui intéresse Nathalie, c'est est-ce qu'il y a des différences finalement fondamentales. Eh bien, il n'y a pas de différence fondamentale. D'accord. Voilà, quand vous sélectionnez SRD, donc le mode de règlement au moment du passage d'ordre, vous allez voir, vous avez les mêmes choses qui sont proposées en fait. Voilà, vous rentrez. Ce n'est pas une logique différente. Non, il n'y a pas de logique différente. Christian qui nous demandait, lui, est-ce bien sécurisé pour passer des ordres en bourse? On n'a pas parlé ça non plus de l'aspect sécurité. Alors, sécurisé. J'imagine que, est-ce que quand on est sur son appli Bourse-Banque, on est dans un espace protégé, il n'y a pas de souci sur ses ordres, on est bien sûr. Si c'est une question de sécurité sur l'appli. Je pense que oui, et puis Bourse-Banque est un acteur, on va dire, régulé en France, donc il n'y a pas de risque là-dessus dans la mesure où on n'est pas sur un acteur exotique. Benjamin, il est un peu déçu, il nous dit pourquoi le plancher d'achat et de vente a été rehaussé depuis le Covid à 100 € chez Bourse-Banque, du coup je fais moins d'opérations, c'est dommage. Alors, je comprends tout à fait la question. Alors, attention, déjà, resituons, ça ne concerne pas la vente. D'accord. À la vente, on ne vous demande pas de seuil minimum. Nous ne pouvons pas vous demander un seuil minimum, déjà très, très simplement. Ensuite, c'est pas le Covid, pour être parfaitement transparent. On en avait parlé, il y a eu la loi PAC qui est passée en 2019, de mémoire, et qui a plafonné clairement le courtage qu'on pouvait facturer à nos clients. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le PEA, par exemple, on ne peut pas vous facturer plus de 0,5% du montant de l'ordre en courtage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la banque, notre banque, quand un client passe un ordre de 20 € sur une valeur, et qu'il est exécuté, je n'ai pas le droit de facturer plus de 0,5% de 20 € de frais de courtage. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne perçoit quasiment pas de courtage. D'accord. Sauf que, comme je pense la plupart des gens qui nous regardent sans doute, on a des frais fixes en tant que banque qui font que malheureusement, il y a des pertes qu'on a du mal à assumer. Alors par contre, ce qui est tout à fait possible, et on en parlait tout à l'heure avec Thomas, c'est que il est possible qu'on fasse sauter cette contrainte sur le compte titre parce que finalement elle est plutôt liée au PEA. C'est vraiment la loi PAC qui a généré ce seuil, donc il est, j'espère possible que dans un avenir assez proche, vous voyez à quel point j'enrobe. Pour votre épisode numéro 2 sur les ordres complexes. Exactement, voilà, peut-être que ça sautera sur le compte titre. Kim Coy nous demandait mon inscription, peut-on intervenir sur les marchés américains directement et si oui, quelle est la tarification?
Parce qu'on a beaucoup parlé de Paris là, mais... Alors oui, on peut intervenir sur les marchés américains et aujourd'hui l'ordre c'est 6,95 € par ordre D'accord. ou 0,12% du montant si ça dépasse 6,95. Il connaît toutes les tarifications par cœur, c'est impressionnant. Chris qui nous a écrit en direct, je passe un ordre en horaire étendu. Cela signifie-t-il que ces actions continuent d'être actives même après la fermeture du marché? C'est vrai qu'il y a un petit côté magique, hein. On se dit mais comment ça fonctionne les horaires? Une excellente question, mais en fait les marchés ne dorment jamais, Laurent, comme vous. En fait, quand une séance parisienne se termine, on est en plein milieu de la séance américaine en fait. Et très tôt le matin ou dans la nuit, on a l'Asie également qui tourne. Et aujourd'hui, on est dans un marché qui est assez global en fait. Et même à 18h40, on a beaucoup d'informations sur les marchés. Oui. Qui permettent à quelqu'un, qui permettent, nous on travaille avec Société Générale sur les horaires étendus, c'est Société Générale qui crée un prix pour nous sur ces valeurs-là. Et voilà, à 19h, il y a tellement d'indications aujourd'hui qui sont en capacité d'établir un prix. Tout à fait, pour ceux qui regardent le portail assez tard, j'ai envie de dire, vous voyez qu'il y a le futur CAC 40 par exemple qui cote sur l'appli, c'est ça Andrea? Vous avez le futur CAC 40 qui va jusqu'à 22h et on parle du CAC 40. Et ce futur, vous pouvez le suivre effectivement depuis le portail. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent, pour certaines valeurs, attention, souvent d'ailleurs des valeurs assez liquides, c'est un terme qui est revenu ce soir de manière assez récurrente, qui permettent de construire un prix qui semble cohérent même après la fermeture du marché parisien. Bon, on va reposer cette question sur les frais parce qu'elle est beaucoup venue. Anthony, quels sont les frais de garde et taxes en tout genre pour un boursicoteur, nous dit-il? Alors, frais de garde, il n'y en a pas. Voilà. Si on parle de taxes, il existe la taxe sur les transactions financières qui touche certaines valeurs. Qui touche certaines valeurs, qui n'est pas du ressort de Boursorama, c'est une taxe légale. Une taxe légale, voilà. Et après, Thomas l'a évoqué, il y a les frais de gestion, les frais courants. On a l'imposition évidemment des plus-values. Donc la flat tax pour l'instant à 30%, ou bien le régime du PEA effectivement qui pour l'instant est maintenu. Et voilà, ce que Boursorama vous facture, c'est les frais de courtage. Il n'y a pas de droit de garde. Est-ce qu'on a encore des questions qui tombent en régie ou est-ce qu'à 19h37, on a répondu à la plupart des interrogations? On me dit que c'est bon en régie. Ben voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir décortiqué pour nous les différents types d'ordres de bourse, les ordres au marché, les ordres à cours limité. Et puis voilà, moi je reste sur cette belle promesse d'un numéro 2 sur les ordres complexes. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez, comme d'habitude, avec nous encore quelques instants après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à très bientôt.